Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous étiez là déjà tout à l'heure pour la table ronde. Je vais quand même me représenter si certaines personnes n'étaient pas là. Donc, je suis Juliette Duquesne, je suis journaliste, autrice, conférencière. Je suis journaliste depuis près de 20 ans, journaliste indépendante depuis 10 ans. J'ai réalisé 7 ouvrages, dont 6 coécrits avec Pierre Rabhi sur la faim dans le monde, les semences, les excès de la finance, l'eau, l'intelligence artificielle, la pollution du numérique. Et mon dernier ouvrage s'appelle « Autonome et solidaire pour le vivant, s'organiser sans l'autorité de l'État ». C'est le résultat d'une enquête qui a duré 3 ans, où j'ai interrogé plus d'une centaine de personnes en France et un peu partout dans le monde. Peut-être je vais juste là répéter un tout petit peu ce que je dis tout à l'heure sur pourquoi j'ai fait cette enquête, et après je vais vous donner des cas par contre beaucoup plus précis par rapport à mon intervention dans la table ronde. Donc pourquoi j'ai voulu faire cette enquête sur s'organiser sans l'autorité de l'État et autonome et solidaire pour le vivant. Tout simplement parce qu'à travers mes 6 autres grosses enquêtes journalistiques que j'ai faites sous forme de livres, à chaque fois je me rendais compte qu'on se retrouvait avec les mêmes blocages et les mêmes problématiques, c'est-à-dire que les lois qui auraient vraiment pu changer les choses étaient vidées de leur contenu quand elles pouvaient être votées. Je donnais tout à l'heure l'exemple d'une loi sur l'eau en 2001, qui a eu 17 versions, et à tel point que la ministre de l'Environnement de l'époque avait refusé de la présenter à l'Assemblée nationale. Je pense aussi à la loi de la séparation bancaire en 2013, qui aurait pu vraiment avoir un impact pour réduire la taille du secteur financier et qui a été aussi vidée de son contenu. Et puis plus récemment, la loi du plomb, qui là va même plus loin parce qu'elle réinstaure de l'agriculture, en tout cas elle va remettre en avant l'agriculture industrielle. Donc mon ouvrage, c'était de voir un petit peu au travers des siècles, pas un petit peu, même beaucoup, les liens entre capitalisme et État, et voir que capitalisme et État, en tout cas dans le sens État, dans le sens État-nation tels qu'ils sont construits aujourd'hui, se sont toujours entraidés l'un l'autre, et que dans les milieux engagés, parfois, ce lien entre État-nation et capitalisme n'était pas toujours bien établi, notamment en France, où on voit souvent l'État comme une possible façon de contrer le capitalisme, ce qui est quand même aussi le cas dans certaines périodes de l'histoire. Donc j'ai essayé, à travers cette enquête, d'aller voir beaucoup de collectifs qui essayent de s'organiser au niveau des territoires pour moins marchandiser les gestes du quotidien. Et donc, ils vont faire du commun, du collectif ensemble, autour de gestes tels que se nourrir, se loger, se vêtir. Il y a une grosse place dans mon enquête sur avoir des terres et les cultiver autrement. Et donc, je suis allée voir des collectifs de tailles très, très différentes, selon les endroits. Mais à chaque fois, il y a cette volonté de faire collectif ensemble. Là, je vais vous parler, je vais essayer de vous donner des cas un peu plus concrets que tout à l'heure et rentrer un peu plus dans les détails. Et je vais notamment vous parler des coopératives Longomaille. Je ne sais pas si certains les connaissent dans la salle. Moi, je suis allée à Longomaille, dans le sud de la France, à Liman, à côté de Fort-Calquier. Souvent, quand on parle de ces collectifs qui vont un peu essayer de s'organiser autrement, on se dit « Ah oui, mais ça ne va pas durer longtemps, tout le monde ils vont se disputer, ça va pas fonctionner ». Donc là, ce qui est intéressant avec Longomaille, que ça dure longtemps en provençal, ça existe depuis plus de 50 ans et ça a été créé après mai 68, dans cette mouvance-là, par des personnes qui étaient au départ dans un mouvement politique autogestionnaire assez lié à l'anarchisme, et qui ont créé une coopérative à côté de Liman. Donc aujourd'hui, il y a 10 coopératives un peu partout en Europe. Et ce qui est intéressant dans ce lieu, c'est que les gens ne travaillent pas à l'extérieur, ils travaillent sur le lieu. Et alors, comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas
totalement autonomes. Ils ont bien sûr des dépendances, mais ils travaillent à être autonomes. Ils sont par exemple autonomes de façon en viande, ils ont des élevages, ils ont du maraîchage, ils ne sont pas totalement autonomes, mais ils ont du maraîchage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui travaillent et qui vivent, hein, donc c'est un lieu de vie et un lieu aussi où on travaille dans le lieu où l'on vit, ces différentes personnes font plusieurs activités, ce qui n'est pas le cas par exemple dans notre société où on va souvent être cantonné à un seul métier. Les personnes ont plusieurs activités. Donc, par exemple, j'ai interrogé une personne qui était là depuis 50 ans dans cette coopérative de Liman, et il avait fait autour de ses 50 ans dans ce lieu de l'élevage de chevaux. Il avait beaucoup construit des bâtiments parce qu'il a beaucoup fallu rénover ces différents bâtiments. Il y avait des corps de ferme à rénover, et les bâtiments, il y a toujours des nouvelles constructions. Ils sont à peu près une centaine à Liman, je ne l'ai pas précisé ce point-là. Et il y a aussi une radio, il y a la radio Zinzine, donc certains sont aussi journalistes, donc ils multiplient les différentes activités. Donc comme je disais, la part de l'agriculture est importante, hein, donc il y a cultiver les terres. La façon de les cultiver de façon agroécologique, c'est venu au fur et à mesure, hein, c'était pas tout de suite. Au départ, c'était quand même pas de façon industrielle, mais l'agroécologie et vraiment les pratiques écologiques sont venues au fil des années. Au départ, c'était vraiment une volonté, on va dire, plus politique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand même, le côté autonomie va loin, parce que c'est même eux qui ont créé le réseau d'eau et le réseau d'électricité sur le lieu. Alors, c'est intéressant, parce que moi, ils m'ont fait visiter comment ils géraient toute l'eau, les eaux usées, l'eau potable, etc., où il y a quand même l'agence régionale de santé qui vient surveiller. Mais ce qui était intéressant, c'est que je leur dis, vous n'avez pas pensé à demander à la commune d'installer le réseau d'eau? Ils n'y avaient même pas pensé. Pour eux, c'était à eux de le mettre en place dès le départ. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'eau, donc je trouvais ça étonnant qu'ils n'aient même pas pensé à demander à la commune d'installer le réseau d'eau. Ils l'ont fait eux-mêmes, et aujourd'hui, ils ont encore la gestion de l'eau. C'est eux qui vérifient que tout fonctionne bien pour avoir accès à l'eau. Au départ, c'est aussi qui ont, avec des agents d'EDF qui les ont aidés à installer l'électricité. Donc il y a quand même cette question d'autonomie qui est très présente, même si j'ai interviewé beaucoup de personnes là-bas, je suis restée plus d'une dizaine de jours, et ce qui était intéressant, c'est que beaucoup se méfiaient un peu des termes en isme. Alors certains se revendiquaient de la lignée anarchiste, mais d'autres non, et d'autres préféraient le terme autogestionnaire parce que ça va être moins marqué. Et beaucoup disaient ce qui était important, c'était d'agir au quotidien et d'essayer de se créer un quotidien en cohérence avec ses propres valeurs. D'ailleurs, beaucoup étaient assez honnêtes et m'ont dit, de toute façon, nous, on n'est pas totalement autonomes, parce que c'est donc les coopératives Longomai, il y en a 10, et elles fonctionnent à moitié, alors le fonctionnement de ces lieux fonctionne à moitié par des dons. Et notamment, il y a beaucoup de personnes qui ont créé ces coopératives qui venaient de Suisse. Et la pratique du don en Suisse est assez développée. Et donc, c'est vrai que la moitié des coopératives fonctionnent en partie par des dons. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ça va complètement à l'encontre de nos fonctionnements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire qui est donné à ces différentes personnes qui travaillent sur le lieu. Quand on a besoin d'argent, on va faire une demande lors des réunions avec des petits papiers et on va demander de l'argent si on veut aller voir sa famille, si on veut aller à tel endroit ou tel endroit. La plupart du temps, si ce n'est pas des sommes astronomiques, l'argent est accordé. Mais vous voyez, c'est quand même un rapport à l'argent par rapport à ce qu'on a l'habitude, très différent. Il y a beaucoup de réunions. Moi, j'ai assisté aux réunions. Donc, il faut quand même beaucoup discuter parce que les décisions sont prises de façon horizontale. Avant, le cadre était très, très informel. Là, au fil des années, il y a quand même plus de formalité, on va dire. Et on utilise, comme dans beaucoup d'endroits, les outils d'éducation populaire, de communication non violente pour pouvoir distribuer de la parole. Même si certains disent qu'il faut faire attention parce que si on utilise aussi trop ces outils-là, ceux qui les maîtrisent, c'est eux qui vont prendre le pouvoir par rapport aux autres. Donc, il faut aussi se méfier. Rien ne remplace, ça je l'ai vu dans les différents endroits où je suis allée, rien ne remplace le travail intérieur, de la bienveillance pour avoir un rapport, on va dire, sain avec l'autre.
Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure sur la question de l'autonomie, c'est qu'ils ont aussi recréé, ça j'avais trouvé ça très intéressant aussi, l'ensemble d'une filière de l'élevage de moutons à la fabrication du pull, en reprenant une filature à côté de Briançon. Donc ils ont créé une coopérative. Donc voilà, il y avait une volonté aussi vraiment de recréer l'ensemble voilà, dans notre monde qui industrialise et qui divise. C'est assez rare pour être souligné. Donc ça, c'est assez aussi voilà, rare pour être remarqué, comme je disais. Ce qui est beaucoup revenu aussi, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il fallait faire très attention de ne pas retomber sur les mêmes travers que la société. Donc, comme je disais tout à l'heure, la massification et l'efficacité. Et même, à chaque fois, il faut toujours remettre en question les processus d'autonomie et les questionner. Donc, c'est vrai que faire du collectif au quotidien, je pense qu'on le voit tous avec sa propre famille ou ses amis, ça demande du temps, de l'énergie, donc c'est pas simple, même s'ils y arrivent et ça fait plus de 50 ans que ça fonctionne, c'est pas simple à mettre en place. Alors ce qui est intéressant avec la coopérative Longomaille, c'est que s'il y a un conflit dans un endroit, on peut aller dans une autre coopérative. Par exemple, s'il y a une séparation de couple, etc., ce qui n'est pas toujours le cas, moi, dans d'autres écolieux que j'ai visités, où s'il y a un conflit, une séparation, des fois, on est obligé de quitter le lieu. Là, l'intérêt avec la coopérative Longomaille, c'est qu'on peut aller à un autre endroit. Alors, le titre de mon ouvrage et le titre de mon intervention, c'est « S'organiser sans l'autorité de l'État ». Mais pas sans l'État, notamment en France. Les collectifs que j'ai rencontrés ont tous des liens avec l'État, même si, en tout cas, ils n'attendent pas tout de l'État. C'est le cas de ce collectif Longomaille qui, du coup, ils ont décidé de ne pas du tout recevoir le RSA. Par contre, ils peuvent bénéficier pour certains de la CMU. Voilà, ils le reconnaissent, hein. Donc voilà, c'est intéressant. Et même si beaucoup se revendiquent, comme je disais tout à l'heure, plutôt d'une tradition anarchiste ou autogestionnaire, ça ne les empêche pas, pour certains, de faire du plaidoyer. Notamment, j'ai interrogé quelqu'un qui travaille beaucoup sur les forêts et qui va faire essayer de changer les lois sur les forêts. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait de cet ordre-là à travers la coopérative Longomaille. Et ce qui est intéressant aussi avec cette coopérative, c'est qu'elle est aussi entremêlée avec les autres luttes. En tout cas, je suis allée aussi à l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes et il y a beaucoup de liens entre Longomaille et l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou avec d'autres collectifs. En tout cas, ce qui était intéressant dans Longomaille, c'est le fait que ça dure depuis longtemps, qu'ils arrivent à se mettre en place, que ça fonctionne, qu'il y a aussi différentes générations. Ça, c'était intéressant. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont là depuis très longtemps. Et ce qui était intéressant aussi dans les différentes, et je vais finir là-dessus pour passer sur un autre exemple, c'est que dans les différentes personnes que j'ai interrogées, il y en a qui étaient dans cette coopérative depuis 50 ans, qui sont arrivés à l'âge de 16 ans, et qui étaient âgés, qui ont fait toute leur vie là-bas. Et c'était marrant de voir que on voyait chez certaines personnes qu'ils avaient eu la chance de ne pas devoir se contorsionner, je ne sais pas si je vais être claire, pour s'adapter à la société. On voyait qu'il y avait quand même dans les corps, on sentait une liberté et une joie de vivre qui était quand même, que moi en tout cas j'ai remarqué comme plus forte qu'à certains endroits, parce qu'ils avaient eu moins à se contorsionner pour convenir à la société, à un modèle, à faire une seule activité. Si une activité leur plaît plus, ils peuvent changer. Par contre, pour certaines autres personnes, je pense que c'est un des modèles qui conviennent à certaines personnes et à d'autres moins, parce que c'est des lieux où il y a quand même beaucoup de réunions, on a beaucoup d'interactions sociales, et il y avait certaines personnes que j'ai interrogées que je trouvais par contre plus aigries, plus abîmées par le collectif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait vraiment deux profils de personnes différentes. Je pense que ça ne convient pas à tout le monde aussi, parce que c'est des collectifs quand même qui demandent où on est beaucoup sollicité, sinon ça ne fonctionne pas quand même. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup revenu. Mais en tout cas, ça fait partie des écolieux, on peut appeler ça un écolieu, même s'il ne se revendique pas comme tel, qui est intéressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous ces écolieux à Longomaille, comme dans tous les autres lieux où je suis allée, c'est sûr qu'on marchandise beaucoup moins les gestes du quotidien et on a beaucoup changé son rapport à l'argent. Ça, c'est évident. Et ils arrivent à prendre soin du vivant parce que la biodiversité, c'est vrai que moi, j'y suis allée 2 fois à Longomaille, en hiver et en été à Liman. Là,
c'est un endroit magnifique. Au printemps, il y a des coquelicots, les oiseaux. C'est vraiment un endroit très beau où on voit que la biodiversité a repris ses droits. Et je vais pour vous donner un deuxième exemple ils sont d'ailleurs aussi en lien parfois avec Longomaille, parce que d'ailleurs j'ai logé à San Cristobal, donc je suis allée au Mexique, au Chiapas, dans une chambre qui avait été habitée par une des personnes qui habitait à Longomaille. C'est marrant comme les liens peuvent se faire. Et dans mon enquête, qui est donc s'organiser sans l'autorité de l'État, dans les milieux engagés, bien sûr, il y a un endroit qui est constamment cité, ce sont les zapatistes au Mexique, au Chiapas. Je ne sais pas si certains connaissent, je vais quand même développer un peu. Pour moi, c'était très important dans cette enquête. Donc, c'est un tiers de mon ouvrage est consacré aux zapatistes au Mexique. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si j'allais y aller ou non. Et oui, c'était important d'y aller pour plusieurs raisons, parce que les zapatistes s'organisent sans l'autorité de l'État et inventent des modes de vie respectueux du vivant depuis longtemps. Donc le soulèvement zapatiste a eu lieu en 1994. Le terme zapatiste vient en lien avec Emiliano Zapata, un paysan donc de la Révolution mexicaine en 1910 pour récupérer des terres. En 1994, il y a eu au Mexique une réforme agraire et en plus un traité avec les États-Unis qui a un peu mis le feu aux poudres les deux et qui a en partie déclenché ce soulèvement de 1994. Donc il y a un soulèvement armé de 12 jours. Peut-être certains se souviennent du sous-commandant Marcos, qui a été une figure un peu médiatisée, où ils ont pu récupérer des terres au Chiapas. Donc par contre, les zapatistes, dans la région du Chiapas, ne sont pas dans un territoire continu. C'est-à-dire qu'on va aller dans des zones, dans des communautés ou dans des villages où on va retrouver des zapatistes et des non-zapatistes. C'est pas négligeable parce que c'est pas du tout facile d'enquêter au Mexique, comme vous devez vous en douter. Et le fait qu'on ne sait pas à chaque fois à qui on parle complique un peu les choses pour réaliser des investigations. Mais ce qui est par contre quand même intéressant, il y a un recensement précis du nombre de zapatistes au Chiapas, donc dans cette région du Mexique, mais ils ne donnent pas le recensement pour des questions de sécurité. Certains disent des centaines de milliers. En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu une manifestation en 2012 où il y avait 40 000 zapatistes qui manifestaient et ils n'étaient pas tous là. Donc on peut dire que oui, ils sont certainement on va dire plusieurs dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Et donc c'est une région un peu grande comme la Bretagne où on peut retrouver des zapatistes. Donc ils ont récupéré des terres et ils les cultivent autrement. Donc ils les cultivent en agroécologie paysanne. Donc ils sont totalement autonomes de façon alimentaire. Ça a été confirmé par toutes les interviews que j'ai pu réaliser. Ils ont leur propre instance de justice. Donc d'ailleurs qui est rendu beaucoup par les non-zapatistes qui viennent dans les instances de justice zapatistes parce que ces instances sont plus justes que la justice mexicaine. Ça va dans les traditions mayas, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de discussions pour réussir à rendre une condamnation, ou même la personne qui est condamnée doit être d'accord avec la décision. En fait, c'est ça, c'est le fruit de beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de problèmes de terre, mais ça va ils peuvent traiter des conflits, des choses beaucoup plus graves comme le meurtre. Hein, donc ça peut quand même être, c'est une justice pour tous les crimes qui est réalisée. Ils ont aussi leur propre école. J'ai notamment été visiter une université de la terre assez incroyable à côté de San Cristobal où on est formé aux cours théoriques, mais aussi aux instruments de musique. On va même de la fabrication de l'instrument à jouer cet instrument, des cours d'informatique où des jeunes de tout âge sont formés. Parce qu'en fait, chez les zapatistes, même les jeunes vont avoir des postes importants. Moi, par exemple, j'ai interrogé des membres du Conseil de bon gouvernement, donc la Junta, qui aujourd'hui on appelle ça les gouvernements autonomes locaux, mais en tout cas c'est ceux qui peuvent avoir des postes de direction au niveau des caracoles. Donc les caracoles, ça veut dire
escargot en espagnol. Il y a 12 caracoles dans la région du Chiapas. Et les caracoles, là, les zapatistes sont vraiment identifiés. C'est-à-dire que dans chaque caracole, ce sont des lieux de rassemblement où on va retrouver les écoles, les cliniques, les endroits aussi où les conseils de bon gouvernement, aujourd'hui les gouvernements autonomes locaux peuvent siéger. Et donc on voit que tout ça est mis en place dans ces fameux caracoles. Et comme je vous disais, je suis allée dans des caracoles où j'ai pu interroger des membres du conseil de bon gouvernement. Et j'ai interrogé par exemple une jeune femme qui avait 18 ans et qui siégeait à côté de quelqu'un qui avait 50 ans et qui était très impliqué. Et c'était très intéressant de pouvoir l'interroger. Et je me disais que voilà, ils n'avaient pas de leçons de féminisme à recevoir de nous occidentaux qui pensons parfois que nous avons, voilà, qu'on est plus égalitaire sur la question des hommes et des femmes. Bah là, c'était pas le cas parce que voilà, c'était très intéressant les échanges et de voir que les femmes avaient un vrai rôle, et ça a été plusieurs fois confirmé lors de mes investigations dans cette région du rôle important des femmes dans les communautés zapatistes et dans justement le fonctionnement des zapatistes. Donc comme je disais, ils sont autonomes de façon donc justice, alimentaire, les écoles, il y a aussi la santé. Alors ils peuvent aussi quand même aller dans les cliniques pour les choses très graves, mais ils ont des systèmes de cliniques dans les caracoles avec même des échographies, des systèmes. Alors ils associent les médecines, on va dire, dites ancestrales mayas et les médecines occidentales. On voit vraiment les deux au sein des cliniques que j'ai pu visiter. Comme je disais, ce qui est très intéressant, parce que moi, ce qui m'a intéressé, pourquoi je suis allée là-bas, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'y suis allée aussi parce que ça m'a intéressé. Le soulèvement a eu lieu il y a 30 ans, et on va dire que la construction de l'autonomie en tant que telle existe depuis 20 ans. Et moi, c'est cette autonomie-là qui m'a intéressée. Comment ils ont construit cette autonomie et comment donc ils s'organisent là vraiment complètement sans l'État. Parce que si les zapatistes acceptent les aides de l'État, ils sortent du mouvement. Donc là, on est vraiment complètement sans l'autorité de l'État. C'est ceux qui vont plus loin dans mon enquête sur le côté autonomie. Et ce qui était intéressant, c'est dans la prise de décision. Alors ça vient beaucoup des traditions mayas, mais eux, ils décident ça prend beaucoup de temps, avec beaucoup d'assemblées. On discute, on redescend, où les décisions sont prises par consentement, c'est-à-dire que personne ne doit s'opposer à la décision. Donc ça prend beaucoup de temps, les décisions prennent beaucoup de temps à être prises, mais par contre elles sont respectées, et comme je disais, nous on essaye d'aller vite, mais les lois sont tout le temps vidées de leur contenu, et au final eux, dans la construction de l'autonomie, pour moi c'est un des endroits où ils vont plus loin dans le monde. Alors peut-être qu'ils mettent du temps à décider, mais une fois qu'ils ont décidé, ils le mettent vraiment en place et ça fonctionne. Et ce qui est intéressant aussi avec le processus de l'autonomie, c'est que c'est un processus qui est toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de le questionner. Moi, j'y suis allée en 2023, donc c'était des conseils de bon gouvernement. Ils ont trouvé qu'il n'y en avait pas assez et que la pyramide se recréait. Ils ont cassé les conseils de bon gouvernement et ils ont mis des gouvernements autonomes locaux pour en mettre plus. Donc voilà, à chaque fois, c'est quelque chose qui est toujours en réflexion. Ce qui est intéressant aussi, donc ça je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais quand même le redire, c'est qu'ils gardent un lien à la terre. Tout le monde continue à travailler la terre. Il n'y a pas de vote, ça veut dire que c'est la communauté qui va choisir des personnes. Il faut que les personnes soient d'accord. C'est souvent des personnes qui ont une grande capacité d'écoute et de discussion. Ça c'est un point qui est aussi essentiel. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le mouvement zapatiste, c'est qu'il arrive, et ça on ne voit pas souvent le lien, en 1994, c'est-à-dire après la chute du tout le bloc soviétique. Donc les zapatistes ne se disent pas anarchistes, mais ils arrivent à des constats assez similaires que les anarchistes. Ils voient bien ce lien entre État et capitalisme, et ils ont bien, vu que ça arrive juste après la chute du bloc soviétique, ils ont bien tiré les leçons du XXe siècle. Et donc c'est quand même un savant mélange de lutte anticapitaliste, de lutte contre l'État, et aussi de lutte contre le racisme et pour la défense des cultures indigènes. Et c'est vrai que moi, quand je suis allée au Mexique, je pensais que les zapatistes, c'était le centre de toute la société civile au Chiapas. Au final, il y a énormément de mouvements de lutte contre le racisme et pour les cultures indigènes, et le zapatisme découle de cela. Et ça découle de dizaines d'années de maturation au sein de la société civile sur cette question des cultures indigènes, de la reconnaissance des langues,
voilà, et du racisme qui a été très fort dans cette région. Et ce qui est aussi très intéressant, quand j'ai interrogé beaucoup de personnes sur ces questions-là, c'est qu'au Chiapas, tout le monde fait le lien entre État et capitalisme, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite. Pour eux, c'est évident, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Alors, je pense que c'est lié au fait que c'est... Alors ça, je n'ai pas ressorti qu'au Chiapas, j'ai interrogé des gens au Sénégal et dans différents pays en Afrique qui s'est aussi ressorti, c'est que l'État-nation tel qu'il est créé aujourd'hui, il vient dans beaucoup d'endroits de la colonisation. Donc quand on remet en cause les méfaits de la colonisation, on remet aussi en cause cet État-nation. Et aussi, bon, bien sûr, l'État mexicain protège beaucoup moins que l'État français. Au Mexique, il y a beaucoup plus de corruption, il y a beaucoup plus de liens avec les paramilitaires, les narcotrafiquants. Donc, bien sûr, l'État protège beaucoup moins au quotidien. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il est beaucoup plus remis en cause au Mexique. Il faut quand même aussi être honnête. D'ailleurs, le fait que le mouvement zapatiste perdure aujourd'hui est d'autant plus louable qu'il y a énormément d'obstacles. Moi, je ne vais pas vous cacher qu'en 2023, ça a été très compliqué d'enquêter dans cette région. C'était même dangereux. Il y a des choses qu'on n'aurait même pas dû faire, on ne s'est pas rendu compte, mais j'ai été dans un caracol, donc un lieu de rassemblement zapatiste, où j'ai interrogé des femmes d'un conseil de bon gouvernement. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette interview parce que c'était très touchant. Ces femmes étaient très contentes de nous parler de la liberté qu'elles avaient dans le mouvement zapatiste, mais en même temps des difficultés qu'elles rencontraient aujourd'hui parce qu'elles étaient totalement encerclées par des paramilitaires. Et en fait, c'était dangereux. Nous, on n'aurait pas dû y aller. On a dû faire l'interview plus courte et ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Heureusement, on a réussi à partir sans problème. Mais les zapatistes ont beaucoup de difficultés actuellement parce qu'il y a beaucoup de liens entre eux. Alors, il n'y a plus de conflit armé direct avec l'État mexicain, mais il y a une guerre, ils appellent ça une guerre d'usure. Et donc, il y a des liens entre l'État, les narcotrafiquants, les paramilitaires, les militaires, les groupes d'autodéfense. Il y a beaucoup d'armes au Mexique. Donc, il y a quand même une méfiance qui est toujours présente. C'est très difficile de faire son métier de journaliste là-bas. Donc, ça, c'est évident. Et pour eux, c'est très difficile aussi de faire cette lutte et de continuer à avoir ces modes de vie respectueux du vivant dans cet endroit. Donc, c'est d'autant plus louable d'y arriver dans une zone comme le Chiapas. Alors, étonnamment, le Chiapas a très longtemps été très stable parce que justement, dans les communautés zapatistes, il n'y a ni drogue ni alcool. Notamment parce qu'il y avait beaucoup de violences faites aux femmes au Mexique, donc ils ont supprimé dans les communautés zapatistes l'alcool. Donc pendant longtemps, le Chiapas a été une région qui était préservée au Mexique, mais depuis quelque temps, ça n'est plus le cas. Et plusieurs personnes que j'ai interrogées disent que c'est aussi pour déstabiliser cette région rebelle. Donc ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Alors c'est intéressant quand on interroge les zapatistes et qu'ils disent souvent qu'ils ne veulent pas forcément qu'on reproduise la même chose chez nous, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent là-bas et ils disent mais nous, on fait ça avec notre culture, avec nos traditions. Vous faites aussi selon votre histoire, votre façon de faire. Vous n'allez pas forcément faire la même chose que nous. Et c'est vrai que les zapatistes en France, en tout cas, sont très mis en avant par des milieux souvent très, très engagés. Et on ne met pas beaucoup en avant ce point-là. Mais les zapatistes, il y a beaucoup de liens avec la spiritualité aussi. Et les spiritualités mayas. Et dans les différentes personnes que j'ai interrogées, toutes m'ont dit qu'on ne peut pas séparer la spiritualité de la lutte politique là-bas. Notamment, on parle beaucoup de terre-mère. C'est pour ça aussi de respect de la terre-mère, de la cultiver autrement. Et là-bas, il y a une notion qui est très souvent donnée, moi qui m'a touchée d'ailleurs, qui s'appelle le tchoulel. Le tchoulel, c'est l'air, le souffle divin qui nous unit tous, que nous respirons. Et le tchoulel, c'est une notion importante pour comprendre le zapatisme, parce que le tchoulel, c'est une conscience, ils disent le tchoulel se réveille, c'est comme si la conscience va se réveiller, et c'est grâce à cette lucidité qu'ils arrivent à mettre en place des solutions qui fonctionnent. Donc la notion de
choulel, de souffle divin est très importante, parce que dans la spiritualité zapatiste et les spiritualités mayas plus globalement, chaque élément a un cœur, l'arbre, le sol, la terre, et c'est grâce à cette terre grâce au choulel que chaque élément peut vivre, et ça nous unit, mais c'est, comme je disais aussi, une conscience, et ça nous permet d'être très lucides. Et c'est vrai qu'il y a plein de communiqués zapatistes, moi, que j'essaye de lire régulièrement, et on peut leur reconnaître qu'ils anticipent très bien les choses souvent, et il y a beaucoup, les dérives actuelles, ils les anticipent souvent dans les communiqués. C'est intéressant de voir comment ils arrivent souvent à mettre en place des solutions qui sont pertinentes. Et pourquoi c'est intéressant l'exemple zapatiste? Parce que ça nous montre qu'on peut le faire quand même relativement à grande échelle, de s'organiser justement et d'y arriver, à créer ces modes de vie. Et ce qui est intéressant, voilà, donc ça c'est vraiment un point qui est essentiel. Et l'autre point essentiel, c'est que comme ils ont bien vu ce lien entre État-nation et capitalisme, c'est ça aussi qui leur permet de mettre en avant les bonnes solutions. Et c'est ça qui m'a intéressée, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, en tout cas de mon livre, c'est pas de dire que demain en France, il faut s'organiser sans État. Et ce serait ridicule. Mais de comprendre que État-nation et capitalisme, c'est entremêlé, ça nous permet d'inventer d'autres solutions. Et c'est ça que j'explore dans mon ouvrage. Et là, je vais revenir à la France. Donc, comme je disais, toute la première partie de mon ouvrage, c'est comment on peut s'organiser à partir des lieux de vie. La deuxième partie de l'ouvrage, c'est comment on peut s'organiser du coup, au Mexique à plus grande échelle, à l'échelle d'une région. Et toute la dernière partie de mon livre, c'est comment on peut s'organiser à l'échelle de collectifs qui ne sont pas forcément basés sur les lieux de vie ou de communes, où là, on va quand même du coup avoir aussi, où j'ai pas mal exploré toutes les questions de démocratie directe. Et ce qui est intéressant aussi, quand on voit à l'échelle des collectifs, je suis allée pas très loin d'ici, au Pays Basque, certains doivent connaître cette structure à la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette initiative, c'est que c'est pareil, eux, au départ, la plupart des gens qui ont créé cette chambre d'agriculture alternative du Pays Basque, au début, ils étaient dans la chambre ils travaillaient au sein des syndicats classiques et à la chambre d'agriculture officielle. Et à un moment, ils voyaient que les choses n'avançaient pas. Ils se sont posé la question, est-ce que je continue à lutter de l'intérieur ou est-ce qu'on crée une autre structure? Je pense que c'est quelque chose que chacun qui est un peu engagé et militant se pose une question une fois dans sa vie. Est-ce que je continue à militer et à faire au sein du système ou est-ce que je fais un pas de côté? Moi-même, j'ai travaillé 10 ans à TF1 et aujourd'hui, je suis journaliste indépendante. Alors, j'avais choisi le pire endroit pour faire le métier de journaliste, peut-être. En tout cas, c'était pas facile, même si je faisais des sujets engagés. Et puis, au bout d'un moment, j'ai bien vu que j'y arrivais plus. Et du coup, j'ai décidé de faire un pas de côté et de devenir journaliste indépendante, même si j'ai beaucoup aimé ces 10 années et j'ai fait des sujets très engagés là-bas. À un moment, j'ai choisi aussi de faire un pas de côté et de faire des enquêtes encore plus approfondies et encore plus à ma façon. Et là, pour revenir à la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque, ils se sont posé un peu la question, est-ce qu'on continue à lutter de l'intérieur ou alors on fait un pas de côté? Et donc, ils ont créé cette Chambre d'agriculture alternative. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, ils ont eu plein d'obstacles. On leur a dit, vous n'avez pas le droit d'avoir cette chambre d'agriculture alternative. Il peut y avoir qu'une chambre d'agriculture officielle. C'est la chambre d'agriculture classique. Donc, ils ont eu des procès par l'État. Ils ont gagné ces procès. Donc, au final, ça leur a permis de gagner en visibilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils accompagnent la moitié des agriculteurs du Pays Basque en agroécologie paysanne, et que donc c'est une réussite d'avoir fait un pas de côté, d'avoir fait sécession entre guillemets et d'avoir créé leur propre structure, et fait qu'aujourd'hui ils arrivent à aider à préserver le vivant. Alors en plus ils mettent plein de choses en place au sein de cette chambre d'agriculture alternative pour impliquer les citoyens, pour faire plus de démocratie alimentaire. Ils ont aussi recréé des filières complètes de la farine au pain, enfin du blé au pain, etc. Donc on voit qu'il y a une volonté de faire vraiment différemment et que ça fonctionne. Donc là c'est pareil, on montre que de faire un pas de côté, ça fonctionne. Je regardais juste combien de temps il me restait encore, je ne me rappelle même plus. C'est fini déjà ?
Ah bon, j'avais encore... Alors, je termine très rapidement. Ah oui, mais j'avais pas du tout l'impression d'avoir... Ah mince. Alors, je vais finir sur, pour clôturer sur la fin. Ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt de mon enquête, c'était en tout cas d'essayer de mettre en lien géographique toutes ces luttes, ces utopies concrètes, ces façons de faire différemment, mais de les mettre aussi en lien avec l'histoire. On en a parlé tout à l'heure un tout petit peu dans la table ronde, mais de les mettre aussi en lien avec l'anarchisme, qui voilà, est un mouvement qui subit malheureusement quand même beaucoup d'idées reçues de terrorisme et de violence, alors qu'il y a de très beaux écrits à la fin du 19e siècle que moi j'ai relus pour cette enquête et qui avaient déjà très bien compris ces liens entre État-nation, capitaliste, les méfaits sur la nature, et où ils mettent beaucoup en avant l'artisanat par rapport à l'industrie. Moi j'étais très frappée des textes très actuels de tous ces courants-là. Et je pense que ça nous permet de nous inscrire dans une continuité, que ce soit géographique ou historique, pour essayer de nous donner espoir dans cette période très compliquée, voilà, pour essayer d'ouvrir. Et comme je disais tout à l'heure, dans tous ces collectifs, bien sûr, et en plus j'en ai parlé avec vous tout à l'heure à la suite, c'était intéressant cette question, parce que souvent on me dit oui, mais alors on va être entre nous dans tous ces collectifs, on va faire un peu communauté. Alors bien sûr que si on a envie de vivre avec quelqu'un, on ne va pas vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas, donc souvent oui, on va peut-être prendre des gens qui nous ressemblent un peu, mais moi en tout cas dans beaucoup de collectifs où je suis allée, il y a cette volonté de faire société et réussir à faire, je vais terminer là-dessus, je le redis parce que je pense que c'est très important, pour réussir à faire démocratie, il faut réussir à arbitrer des intérêts divergents. C'est comme ça qu'on arrive à faire démocratie. Alors là, ça peut paraître à petite échelle, mais on peut réfléchir après, justement, quand on fait société, à passer à des échelles supérieures. Et notamment, et là, dans les écrits anarchistes, il y a des choses très intéressantes, notamment comme les fédérations que donne un anarchiste Proudhon, où on peut associer les territoires ensemble. Ça ne veut pas dire... voilà, il y a plein de façons de réfléchir après à comment inventer d'autres modèles. Moi, mon livre, c'est pas un manuel d'action pour dire exactement ce qu'il faut faire, mais de se dire que quand on invente les règles et quand ça part des territoires, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner, de mettre en place des modes de vie respectueux du vivant. Et si vous voulez continuer, vu que je suis trop bavarde, on peut continuer autour de mon livre, à la dédicace juste derrière, comme ça on pourra continuer à échanger autour de l'ouvrage qui est beaucoup plus long, parce que là j'étais partie pour parler encore une demi-heure, donc on peut continuer encore là-bas. À tout de suite.